Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro des Rendez-vous de la géopolitique. J'ai le plaisir de revenir avec Fabrice Ravel aujourd'hui sur une thématique que nous avions déjà abordée, la Chine, mais nous nous étions arrêtés à la psychologie et à la démarche politique de Xi Jinping et à la politique intérieure et à la structuration du pouvoir chinois. Aujourd'hui, il est temps de nous intéresser aux relations internationales et à la démarche chinoise dans les relations internationales. Y a-t-il une nouvelle démarche aujourd'hui en Chine en relations internationales? Bonjour Fabrice. Bonjour Olivier, bonjour à toutes et à tous. Alors nous avions déjà évoqué la question chinoise, mais l'étendue du thème faisait que nous avions décidé de le scinder en deux, et aujourd'hui nous nous consacrons spécifiquement aux relations internationales. Dans un premier temps, il est peut-être nécessaire de s'interroger et de s'intéresser à la puissance chinoise à travers les trois piliers de la puissance, à savoir l'économie, le militaire et enfin la géographie à travers la question de la projection géographique. Où en est la Chine dans ces trois domaines? C'est très très important de commencer ainsi, d'abord parce que ça nous donne effectivement l'occasion de rappeler aux étudiants que finalement, nous, on va aborder trois piliers. Il y en a un quatrième qui est la démographie, mais enfin, la démographie chinoise est une telle évidence pour tout le monde qu'on sait bien que c'est un point fort pour eux. Et donc là, je le mets de côté. Donc il y a l'aspect économique et financier, où l'ensemble des corollaires qui peuvent être attachés à cela. Il y a l'aspect militaire. Et puis, il y a l'aspect géopolitique, c'est-à-dire de la géographie, mais dans sa capacité à se projeter. C'est presque d'ailleurs un terme militaire, la projection. C'est-à-dire le fait d'avoir la volonté de projeter son influence, jusqu'à quel point, jusqu'où et sur quelle intensité. Donc ça, c'est quelque chose, effectivement, qui est loin d'être neutre par rapport à notre problématique. C'est-à-dire, mais finalement, aujourd'hui, la Chine est une puissance, mais jusqu'où et surtout, pourquoi faire et avec quelle idée ou quelle stratégie ou quel objectif derrière. Alors, la première des composantes que vous étiez en train d'évoquer est la composante économique et financière. Ce n'est pas forcément celle sur laquelle je vais le plus m'attarder parce que c'est celle qui est la plus connue et qui est la plus spontanément mise en avant ou en exergue par les médias en règle générale. Mais il y a peut-être quand même deux aspects qui nous permettent de symboliser ce retour en force de la Chine sur l'économie. Parce que ce que je voudrais dire en préambule, c'est que ce qui est étonnant avec la Chine, c'est qu'elle monte en puissance sur tous ses vecteurs en même temps et de façon très prononcée. Et c'est ça qui est assez interpellant, c'est que ce soit sur le domaine économique, que ce soit sur le domaine militaire ou la capacité à se projeter à l'extérieur, la Chine monte de façon contigüe et de façon très très importante. Et ça, c'est déjà un premier aspect qui est important à souligner. Alors, si on revient sur la dimension économique, moi je crois qu'il y a un agrégat qui est majeur, parce qu'il frappe les esprits. Alors évidemment, il y en aurait des dizaines d'autres qu'on pourrait mettre en avant, mais c'est l'agrégat qui est la balance commerciale entre les États-Unis d'Amérique et la Chine aujourd'hui. Parce que il y a quand même, c'est des éléments qu'on avait commencé d'ailleurs à dessiner dans nos propos précédents et qu'on va rappeler rapidement. Il faut quand même bien avoir conscience qu'il y a une mutation économique avec Deng Xiaoping dans le courant des années 80, où la Chine décide de revenir à un capitalisme, et où à l'époque, au début des années 90, on considère que la Chine, c'est à peu près 5% du produit intérieur brut mondial, c'est-à-dire de la richesse créée. Aujourd'hui, ce serait autour de 20%. Donc ça prouve qu'il y a déjà une montée en puissance multipliée par 4. Il faut quand même rappeler qu'en 1945, 49% de la production industrielle mondiale, c'est les États-Unis et eux seuls. Donc c'est quand même très important, ces chiffres à mettre en perspective, sur des périodes quand même relativement courtes pour une telle évolution. Mais la balance commerciale, bien sûr, ce qui est assez intéressant, c'est que c'est les échanges exportation-importation, et donc si elle est positive, vous vous enrichissez par rapport à un pays, si elle est négative, vous vous appauvrissez. Or, ce qui se passe, c'est qu'en 2016, on est aux alentours d'un déficit commercial américain de 347 milliards de dollars pour la seule année 2016. Il faut bien comprendre ce qu'on est en train de dire. Et en fait, déjà au début des années 2000-2001, c'est dans un ouvrage d'Emmanuel Todt, Après l'Empire, où justement il commençait à mettre en exergue le fait qu'il y avait une fragilisation du capitalisme américain, on était sur des chiffres qui étaient plutôt aux alentours de 90 milliards. Donc si on regarde bien aujourd'hui, 90 milliards en 2000, 347 milliards en 2016, on est globalement sur un chiffre qui aurait été considérablement accru ou démultiplié. Et d'ailleurs, il y en a une manifestation concrète dans un programme économique qui s'appelle la Nouvelle Route de la Soie,
qu'on avait d'ailleurs un peu évoqué dans une séance avec un de nos invités l'année dernière. Mais le chiffre qui est assez intéressant et qui est stupéfiant, c'est que les Chinois ont officiellement proclamé que les investissements qu'ils feront sur la nouvelle route de la soie, donc en fait, pour que nos étudiants visualisent bien, c'est des investissements économiques qui sont faits des partenaires du Sud-Est asiatique, mais sur le bassin méditerranéen et sur l'Union européenne. Les Chinois ont la volonté d'investir 7 fois plus que ce que les Américains ont investi en Europe sur le plan Marshall. Donc ça c'est quand même quelque chose qui est très très frappant. Là, on voit l'étendue de la puissance financière chinoise, parce que le plan Marshall a toujours été, depuis la fin des années 40, début des années 50, la référence quand on parle d'un État qui cherche à investir, avec différents d'ailleurs objectifs politiques ou économiques. Et là, quand on dit que les Chinois investissent l'équivalent de 7 fois le plan Marshall, on se rend bien compte que par définition derrière, ça nécessite d'avoir une maîtrise financière qui est considérable. Donc la puissance financière chinoise s'est considérablement accrue. Mais, facteur qui me paraît plus important, la puissance militaire. Et là, il y a plusieurs chiffres qui sont intéressants. Début mars, le Premier ministre chinois a fait, lors d'une conférence officielle, a donné un certain nombre d'indicateurs sur les orientations de cette année, et le budget militaire chinois va être officiellement augmenté de 8%, ce qui est énorme sur 12 mois. Et c'est d'autant plus énorme qu'en 2017, le budget militaire avait déjà été augmenté de 7%. Donc si on regarde bien, c'est encore plus que l'année précédente, qui était déjà considérée comme très importante. En 2016, globalement, le budget militaire chinois était de 145 milliards de dollars. Aujourd'hui, on va avoisiner les 175 milliards de dollars, ce qui fait aujourd'hui de la Chine la deuxième puissance militaire en termes d'investissement financier. Et on voit bien d'ailleurs, il y a un corollaire entre les deux logiques telles qu'on est en train de les redécouvrir, qu'il faut être une grande puissance économique et financière pour pouvoir justement prétendre à avoir un budget, ce qui nous amènerait sur un ouvrage dont je considère qu'il est l'un des piliers et qu'on a évoqué au moins 2 ou 3 reprises, Naissance et déclin des grandes puissances, où Paul Kennedy fait bien la distinction entre puissance économique, puissance politique et puissance militaire. Ce qui est plus frappant d'ailleurs, c'est que si on regarde bien, globalement, la Chine a multiplié par 10 ses investissements militaires depuis 15 ans. C'est-à-dire depuis 2000. Et donc là, on voit bien qu'il y a quelque chose de très très fort qui est en train de se mettre en marche. Et au sein de l'institution militaire, on sait bien qu'il y a plusieurs composantes. La composante terrestre, maritime et aérienne. C'est la composante maritime qui, me semble-t-il, est la plus intéressante à analyser, car elle va nous amener d'ailleurs sur la troisième projection, la troisième aspect, qui est la projection, puisque la planète est à 70% de l'eau. Or, aujourd'hui, les Chinois ont lancé ou inauguré un deuxième porte-avions. Ça, c'est très très important parce que d'abord, ce porte-avions est de technologie purement chinoise. Donc, le premier porte-avions avait été en fait acheté à la Russie ou à l'Ukraine. C'était une coque qui était retravaillée. Mais aujourd'hui, les Chinois sortent un deuxième porte-avions. Alors, ça les met doublement dans un rôle particulier dans les relations internationales. D'abord parce qu'ils font partie d'un club très fermé de possesseurs de porte-avions. Il y en a 4 ou 5 au maximum dans le monde, mais ça les met dans un club encore plus restreint de pays technologiquement capables de construire un porte-avions. Donc là, il y a une montée en puissance, mais double, à la fois sur la maîtrise du porte-avions lui-même et sur sa capacité à le construire. Même si, sans vouloir rentrer dans des considérations trop techniques, c'est des porte-avions qui restent assez limités en termes de technologie. Ils ne sont pas à propulsion nucléaire, les Américains en ont une dizaine, mais il y a quand même, il n'en reste pas moins vrai, la montée en puissance de l'armée globalement chinoise et de la marine chinoise. Et d'ailleurs, pour surenchérir sur ce propos, on constate que les experts occidentaux, parce que bien sûr la Chine ne communique pas quand même de façon totalement transparente sur l'armée, c'est comme tous les pays d'ailleurs, c'est légitime, on estime à peu près qu'il y aurait 16 à 18 navires majeurs qui auraient été inaugurés ou mis de façon opérationnelle en Chine en 2016, dont des frégates lance-missiles, dont on voit bien que d'ailleurs c'est des navires qui ont vocation à accompagner les porte-avions ou les escadres majeures. Donc là on voit bien que la Chine n'est plus du tout renfermée sur elle-même comme très longtemps, ça c'est un sujet sur lequel on va être amené à revenir, mais qu'elle est plutôt en train d'être dans une logique d'ouverture et de projection. Et c'est là où les 3 paramètres qu'on est en train d'évoquer ne sont pas appréhendés de façon isolée, mais plutôt croisés, parce que en fait, la Chine aujourd'hui a connu une très grande évolution économique, mais beaucoup de ses matières premières viennent de l'Afrique.
Donc en fait, les Chinois ont bien compris qu'il était un peu singulier ou particulier que de développer une grande puissance économique, mais qui dépendrait du bon vouloir, notamment de la flotte américaine, pour assurer la sécurité des convois maritimes. Donc on voit bien qu'il y a déjà une première démarche qui s'inscrit là. Et ça nous amène au troisième aspect, qui est la projection stratégique. Et pour lui donner une dimension peut-être un peu plus concrète, le fait, clairement, que d'avoir des bases navales ou militaires dans d'autres pays que le pays d'origine. Alors ça, c'est les États-Unis qui en ont des dizaines, mais jusqu'à présent, la Chine n'en avait aucune. Or, c'est un accord qui a été mis en place en février 2016 et qui s'est concrétisé, puisque l'inauguration a eu lieu fin août, début septembre 2017. Les Chinois ont maintenant une base militaire maritime à Djibouti, qui est d'ailleurs pas très éloignée de la base française ou de la base américaine. On voit bien que d'ailleurs c'est une ouverture sur le continent africain. Et ça, c'est quelque chose de totalement nouveau sur les 50 ou 60 dernières années. Et indépendamment de cette base de Djibouti sur laquelle une grande publicité a été faite, les Chinois sont en train de réinstaller des bases militaires en mer de Chine, sur toutes les îles plus ou moins habitées ou inhabitées, mais qui prêtent à contestation de par les voisins. Alors on pense notamment au Japon ou à la Corée du Sud. Donc ça, c'est très intéressant en termes de symbole, parce que ça veut dire qu'on est dans la continuité d'une stratégie maritime qui avait été très longtemps abandonnée en Chine, et sur la volonté de s'installer sur des bases militaires, ce qui est aussi une nouveauté en Chine, et sur plusieurs échelons ou sur plusieurs espaces. Donc finalement, quand on fait un bilan de la situation de la puissance chinoise aujourd'hui, on remarque qu'elle monte de façon très rapide, très importante, sur l'ensemble des paramètres. Et ça, c'est quand même un indicateur qui est très très important pour essayer de comprendre ce que la Chine souhaite aujourd'hui en 2018. Alors, vous l'avez indiqué, elle est montée sur l'ensemble des paramètres de façon considérable, et qu'en plus, il y a un effet d'emboîtement qui est très important, c'est l'un participe de l'autre. On est dans des stratégies qui ne sont plus des stratégies régionales. On le voit avec les ports, avec la puissance maritime. Quelle est la nouvelle stratégie globale de la Chine en 2018 ? Alors, ça c'est très important, parce qu'en fait, ce que vous soulignez, c'est très juste, parce qu'on en voit toujours la dimension économique, donc la fameuse route de la soie. Mais en fait, ce qu'on constate, ça s'est bien mis en avant dans un ouvrage qui avait été écrit en 2012 par Jean-Louis Sahaman, dans un ouvrage qui s'appelle « Une menace chinoise, invention du Pentagone ». Il y a ce qu'on appelle la stratégie du collier de perles. Alors en plus, c'est toujours dans des langages un peu fleuris, c'est assez intéressant, mais l'image est assez claire d'ailleurs. C'est qu'il s'agit de pouvoir construire dans la totalité des zones un certain nombre de bases, qui soient soit des bases qu'on maîtrise ou qu'on achète, soit des bases qu'on loue ou des partenariats. Afin que les escadres chinoises puissent justement se projeter à l'extérieur. Et donc on voit bien qu'il y a un certain nombre de partenariats. Alors il y a un pays d'ailleurs qui est assez exaspéré par cette situation, c'est l'Inde, parce que quand on regarde la carte de la stratégie du collier de perles et les différents partenariats que la Chine est en train de construire, on voit bien qu'en plus, il y a un certain nombre maintenant de ports, alors encore une fois sur des accords commerciaux, sur des accords militaires ou sur des propriétés. Je m'arrête un instant, pardon du corollaire, mais quand on prend un pays de l'Union européenne comme la Grèce aujourd'hui, les investissements chinois sont tellement considérables qu'on considère quand même qu'une très grande partie de la logistique grecque, en termes d'aéroports, en termes de ports ou de réseaux, appartiennent aujourd'hui à des capitaux chinois. Donc là, il n'y a pas que la dimension militaire, il y a le fait de le posséder par les mannes financières, et le fait ensuite que ça puisse permettre de déployer la dimension militaire. C'est ce en quoi la stratégie du collier de perles, d'ailleurs, est très intéressante. Et là, dans la question, vous avez soulevé une deuxième interrogation, si vous me permettez de dire les choses ainsi, c'est que là, on est en train de sortir d'une lecture chinoise classique qui était plutôt quand même centrée, il faut être honnête, sur la mer de Chine, par arc concentrique. C'est-à-dire que la Chine était très attentive à son environnement immédiat, ça c'est quand même bien la moindre des choses. Donc on pense aux deux Corées, au Japon, au Vietnam, avec une lecture qui se voulait quand même assez hégémonique. Il ne faut quand même pas oublier que pendant la guerre froide, malgré le fait que les Soviétiques et les Chinois soient
de logique communiste au niveau politique. Le rapprochement qu'on avait évoqué d'ailleurs entre les États-Unis et la Chine durant la guerre froide, il est dû au fait que les Chinois n'apprécient pas du tout que les Vietnamiens prennent comme puissance tutélaire les Russes plutôt qu'eux. Donc ça, c'est vraiment ce qu'ils considèrent être leur chasse gardée ou leur jardin secret, enfin leur proximité la plus immédiate. Donc il y avait plutôt une logique d'art concentrique, avec l'empire du milieu. Bien sûr, l'image est assez classique, pour ne pas dire un peu surannée ou désuète ou excessive. Et puis, au fur et à mesure où les arcs concentriques s'écartaient, un intérêt de la Chine qui allait en se dissipant, voire qui allait même être inexistant. La stratégie du collier de perles, à mon sens, est une stratégie qui ne s'inscrit pas du tout dans cette démarche. Elle est une stratégie où, justement, on est sur une projection beaucoup plus large, parce que les intérêts de la Chine, maintenant, de par sa montée en puissance économique et militaire, sont beaucoup plus importants. Donc, évidemment, on ne peut plus être sur une lecture qui était quand même assez circonscrite à l'environnement immédiat et qui se projette beaucoup plus. Là où ça va certainement nous amener à nous interroger, c'est puisque maintenant on a commencé à évoquer la montée en puissance et qu'on voit que sa traduction en termes de stratégie nous amène à une nuance, c'est finalement si la Chine change de lecture dans les relations internationales, si elle est plutôt dans la continuité, parce qu'en réalité ces changements seraient plus dus à un changement de statut qu'à un changement de volonté, ou si en réalité ça traduit une volonté. Ça c'est la question clé sur la Chine en 2018. Oui, changements en continuité qui vont refléter des objectifs. Quels sont les objectifs que la Chine s'assigne aujourd'hui? C'est ça. Et là, on va laisser nos étudiants avoir une marge de manœuvre importante, comme parfois on s'y efforce, parce que en fait, les observateurs ne sont pas d'accord entre eux. Donc, ce serait bien compliqué aujourd'hui de dire les Chinois sont sur telle idée clé, parce qu'il y a au moins 3 interprétations, Olivier, pour être honnête. Bon. Il y a une première interprétation classique, qui est plutôt le fruit des économistes en Occident ou des lobbying qui apprécient la Chine à travers sa culture, qui disent non, en fait, faut pas avoir une grille de lecture qui ressemblerait à celle-là, parce que ça semble un peu méfiant ou même presque désagréable envers nos amis chinois, qui finalement ne font que s'habiller des habits de la puissance ou des habits d'une grande puissance dans le monde, tels que toutes les grandes puissances doivent les avoir. En gros, la Chine réintégrerait son niveau tel qu'elle n'aurait jamais ne pas dû le quitter. Bon, ça, c'est une première interprétation. Après, on glisse sur 2 autres interprétations qui, d'ailleurs, ont une similitude et une divergence. D'autres observateurs qui sont quand même... D'ailleurs, c'est intéressant parce que ceux qui considèrent qu'on est dans une continuité stricte sont plus dans la macroéconomie. Ceux qui considèrent qu'on est quand même sur une évolution sont plus dans la géopolitique ou dans le rapport de force militaire. Mais parmi ceux-là, il y a une nuance. Certains se disent, bon, la Chine évolue, mais la Chine, finalement, se redonne une puissance géopolitique ou militaire, mais dans son environnement immédiat. Parce que c'est là où il faut bien comprendre l'évolution. En fait, il y a 4 ou 5 siècles, la Chine était bien sûr une puissance majeure, et la Chine avait une très grande flotte maritime, et puis à un moment, les Chinois ont plutôt décidé de se recentrer sur eux-mêmes et considérer que, n'ayant pas d'adversaire véritable de par leur puissance, ils ont fini pratiquement par se couper du monde, à être en autarcie, ce qui va les amener d'ailleurs à redécouvrir le monde qui vient frapper à leur porte au XIXe siècle avec les différentes concessions que les Européens vont mettre à Hong Kong, à Macao, etc. etc. Donc en fait, certains observateurs considèrent que la Chine s'habille à nouveau, si vous me permettez, de la puissance militaire, etc., mais pour rester dans une logique qui serait à arc concentrique pour peser majoritairement sur la Corée du Nord, sur la Corée du Sud, sur le Vietnam, sur le Cambodge, enfin, ce qu'ils considéraient être leur monde immédiat. D'ailleurs, si vous me permettez cette petite allusion, là, les Américains, je crois, ont bien compris quelque chose. Ils ont pris totalement Pékin à contre-pied sur la discussion qu'ils ont ouverte avec la Corée du Nord. Car là, si c'est bien quelque chose que la Chine n'avait pas totalement anticipé, c'est le fait que, eu égard aux dissensions entre Pyongyang et Washington, une telle négociation soit possible, surtout avec les 2 personnages qui dirigent chacun de ces pays. Et donc là, on se demande si les Américains ne cherchent pas justement à essayer d'un peu déstabiliser la Chine sur cet arc de cercle. Et alors, bien sûr, sans vouloir tomber dans la caricature, on serait sur une Chine qui serait plus
pondéré, qui serait plus dans le mutisme, qui serait presque dans une sorte, ce que disait un professeur spécialiste du CRS, Madame Ekman, qui a sorti un ouvrage sur la Chine aujourd'hui, sur une puissance un peu profil bas, low profile, comme on dit aux États-Unis. On se sert des circonstances pour continuer à monter en puissance. On se approche presque, alors l'art de la guerre Sun Tzu, on avait parlé des stratégies l'année dernière, où on profite des opportunités pour continuer à monter en puissance, mais en n'ayant pas en s'inscrivant pas dans une logique hégémonique. Et puis il y a une troisième catégorie d'observateurs qui disent non. Là, on a affaire à une mutation beaucoup plus importante. Parce que, en fait, la Chine sort justement de cette logique classique et dans une logique plus hégémonique, presque plus impérialiste. Quand on évoque, il y a beaucoup d'ouvrages qui, à mon sens, pour l'instant, ne sont pas d'ailleurs tous satisfaisants sur le rapport entre la Chine et l'Afrique, mais au moins ils sont tous d'accord pour, je pense à Chine-Afrique notamment, mais il y en a un autre, c'est la Chine, le pillage de l'Afrique. Organiser l'Afrique. Enfin, on voit bien que la Chine est très très présente en Afrique aujourd'hui, et dans des logiques et parfois d'acheter des terres ou d'être très présent d'un point de vue industriel, économique et militaire. Donc là, on serait sur une évolution de la Chine assez atypique aux yeux de sa propre histoire, dans une démarche qui ressemblerait plus à Clausewitz qu'à Sun Tzu d'ailleurs, dans une démarche qui serait plus occidentale que typiquement chinoise, où en réalité, il y a la prétention affichée, assumer et affirmer d'être une grande puissance dans le monde. Alors ça, pour le coup, ce serait une vraie évolution, et dans l'histoire lointaine, et dans l'histoire immédiate de la Chine. Et ça, on peut peut-être chercher à en avoir un certain nombre de clés sur l'évolution du pouvoir chinois ou des institutions chinoises aujourd'hui. Oui, parce que l'évolution stratégique au niveau des relations internationales peut aussi être vue à travers ce qui se passe en Chine au niveau de la politique intérieure. Et depuis notre précédent enregistrement, il y a eu un signe très fort qui a été envoyé, puisque le pouvoir exécutif chinois a décidé que le président Xi Jinping, enfin président, secrétaire national du parti, et donc la plus haute autorité militaire et politique, comme nous l'avons dit, peut se présenter un nombre illimité de fois. Exactement, c'est-à-dire qu'en réalité, jusqu'à présent, on pouvait avoir 2 mandats successifs, et au bout de 2 mandats successifs, on était obligé de laisser la place à un autre candidat, alors que là, avec la réforme de la Constitution, Xi Jinping pourra être un nouveau candidat autant de fois qu'il le souhaite. Et c'est important de rappeler que ça se fait dans la continuité de son élection au sein du Parti communiste, premier secrétaire du Parti communiste chinois, fin novembre 2017, et sur le fait que maintenant, il est commandant en chef des armées chinoises depuis 2 ou 3 ans. Donc ça veut dire qu'en réalité, là, il y a une centralisation de l'ensemble des pouvoirs politiques et militaires, ce qui n'était pas le cas avant, parce que là, il faut quand même rappeler les précédents. Mao Tse-tung, de fait, avait une très très grande autorité, mais il était surtout premier secrétaire du Parti communiste, même si on sait très bien qu'en réalité, son influence débordait de très très loin cette seule fonction. Et par la suite, surtout à sa mort, ce qui était important, c'est que, un petit peu dans la continuité ou dans la similitude de ce qu'avait fait le pouvoir soviétique à la mort de Joseph Staline. On se rappelle du rapport de Khrouchtchev en 1956, du 20e congrès du Parti soviétique. En fait, il y avait la volonté d'essayer de séparer les pouvoirs et d'éviter qu'une seule personne puisse concentrer tous les pouvoirs sur son seul nom ou dans ses seules capacités. Or là, on arrive de fait à une situation qui est quand même très très nouvelle, et qui met un petit peu en relief tous nos propos précédents sur les actions internationales, à savoir qu'effectivement, Xi Jinping est en train de concentrer tous les pouvoirs de manière assez forte. Et il y a d'ailleurs une image qui apparaît, je le rappelle, qui était assez frappante, qui apparaît, c'est quand Xi Jinping avait voulu donner aux médias une indication où, en fait, il s'était assis à la place du présentateur du journal, de l'équivalent du journal de 20 heures. Et en gros, c'est lui qui avait fait le journal. Ce qui est quand même une démonstration de ce que la presse et le journalisme doivent servir la Chine, sous-entendu le pouvoir chinois. Donc en fait, en guise de conclusion, là on a quand même la capacité, en tout cas, pour le premier leader chinois, qu'il soit Xi Jinping ou un autre, de mettre en place une logique de puissance comme jamais auparavant. Avant, les pouvoirs étant séparés, il était possible, le cas échéant, que d'avoir des nuances, des rapports de force ou des conflits de personnes. Aujourd'hui, on a l'impression que toutes ces évolutions sont en train de nous remettre dans une approche
totalement pyramidale et très très hiérarchisée, d'ailleurs propre à l'histoire chinoise, ce qui permettra d'autant plus à la Chine d'avoir une politique plus affirmée dans les relations internationales. Là, en réalité, ce qui apparaît clairement en guise de conclusion peut-être, c'est qu'il y a une montée en puissance à la fois de la Chine dans le monde et du pouvoir politique chinois, ce qui va nécessiter de la part des observateurs une très grande attention, parce que je pense que, comme sur beaucoup de sujets, la période à venir va nous permettre de comprendre un petit peu mieux quelles sont les intentions de la Chine, qui ont quand même l'air, si on veut apporter une réponse à la question telle qu'on l'a soumise à nos étudiants en début de séance, qui a quand même l'air de s'affirmer davantage et donc d'évoluer depuis 30 ou 40 ans. Ça me paraît clair. Merci Fabrice pour cet entretien. Merci à vous. Nous voici donc arrivés au terme de ce nouveau rendez-vous de la géopolitique. Merci à toutes, merci à tous.